Bon après-midi, mesdames et messieurs. Confucius disait « Il est plus difficile de se défendre de l'amertume dans la pauvreté que de l'orgueil dans l'opulence ». C'est 13h sur Canada International. C'est l'instant du journal de la mi-journée. Voici le sommaire. Quatre morts et de nombreux blessés, c'est le bilan de cet accident de la circulation survenu aux premières heures de la matinée sur la route de Soie à Yaoundé. Les victimes, étudiants en majorité, étaient en route pour les séances de rattrapage au campus universitaire. Les circonstances de cet accident, c'est dans ce journal. Meurtre à Kassalafam à Douala, la présumée suspecte copieusement molestée par la population alors qu'elle tentait de prendre la poudre d'escampette. Pour l'heure, elle séjourne dans les geôles des forces du maintien de l'ordre. Et puis en sport, cyclisme Transcar 2019, prévu ce jour, la 11e étape Kribi-Edea-Kribi a connu une légère modification dans son programme. L'étape est reportée au mercredi 28 août 2019. Les raisons de ce report dans cette édition de la mi-journée avec Alex Lembe. De plus, bon après-midi mesdames et messieurs. Ouvrons ce journal avec ce fait qui s'est produit très tôt ce matin à Yaoundé. 4 morts et de nombreux blessés graves. C'est le bilan de l'accident de la circulation qui s'est produit ce matin sur la route de Soie à Yaoundé. À l'origine du drame, un véhicule à usage personnel a perdu le contrôle et percute violemment un car de transport en commun qui fait la ligne sur cet axe. Les victimes, pour la plupart étudiants, étaient en route pour une séance de rattrapage au campus. Pour plus de détails et de précisions, retrouvons sur les lieux Oriane Kodo et Hubert Noutier. Les images sont effroyables. On parle d'au moins 4 morts et de nombreux blessés. Mais les sources restent non officielles. Derrière moi, un panorama de ce qui reste de ce car de transport en commun en provenance de Yaoundé qui est entré en collision avec un véhicule à usage personnel. Ici, nous sommes sur la route qui mène à la ville universitaire Soie, au quartier Ebogo 1, lieu dit Maison Rose. Les témoins parlent d'excès de vitesse. Le car serait quitté avec à bord environ 22 passagers. Quant à la voiture à usage personnel, son chauffeur se serait endormi au volant. Le drame s'est produit aux environs de 8 heures. Pour l'heure, les autorités administratives, notamment le sous-préfet et le maire de Soie, viennent de quitter les lieux. Les blessés ont été conduits à l'hôpital général de Yaoundé. Oriane Kodo, Hubert Noutier pour Canal 2. Oui, Robert Charlie Talk, bonjour. Nous sommes bel et bien au lycée bilingue de Nubel, l'un des lycées les plus anciens de la ville de Douala, compte tenu de son histoire. Au départ, en 1940, c'était le collège des jeunes filles. Ensuite, on a eu le lycée des jeunes filles, plus tard le lycée de Nubel et aujourd'hui le lycée bilingue de Nubel. Et depuis hier, justement, on parle de la rentrée administrative. Et le personnel administratif est occupé à recevoir les parents d'élèves qui viennent justement chercher des places pour leur progéniture. Et il faut signaler que c'est depuis le 5 août dernier que les inscriptions ont démarré. Nous allons rencontrer le proviseur de ce lycée, Robert Eyébé, pour avoir davantage d'informations en ce qui concerne la préparation, en ce qui concerne l'accueil des enfants le jour J, surtout avec le flux massif des enfants qui viennent des régions du nord-ouest et du sud-ouest pour solliciter des places dans les lycées des grandes métropoles. Je crois qu'ici, nous avons pris les dispositions nécessaires. Vous voyez les collègues assis là en train d'enregistrer tous les dossiers là où nous pourrons trouver de place. C'est une fois que ces dossiers seront enregistrés
que la commission va siéger. Et je crois que la priorité, comme l'année dernière nous a été donnée par notre hiérarchie, c'est d'accueillir d'abord tous les élèves venant de la région du Nord, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'est ceux-là qui sont généralement de fois prioritaires pour nous. Robert Charlie-Toc, nous allons rencontrer l'un des personnels administratifs qui travaille depuis hier pour toucher du doigt la réalité de cette activité. Suivez-moi. Bonjour monsieur le censeur. Bonjour madame. Alors, sur le plan pédagogique, qu'est-ce qui est prévu pour cette nouvelle année? Quelles sont les innovations pour parfaire les compétences sur le plan administratif et bien sur le plan académique? Nous sommes actuellement, vous nous avez vu en train de faire le tour du propriétaire pour voir si les salles de classe sont OK, les bancs, les tableaux et tout, nous avons déjà fait. Et ça entre toujours dans le cadre pédagogique. Bon, tout à l'heure, nous allons nous mettre dans les traçages des cahiers de tests et les marquages, cahiers de tests et cahiers d'appel. Et les emplois du temps, comme je l'ai dit tantôt, c'est disponible de sorte que demain matin, quand les enseignants vont se présenter, chacun retire son emploi du temps et se met au travail. Merci Monique. Là aussi, poursuivons cette édition du 13h avec l'esplanade du boulevard du Verme à Yaoundé qui abrite depuis hier la 5e édition de la rentrée commerciale. Véritable espace de vente des produits de grande consommation et même de fournitures scolaires à moindre coût. Une initiative du ministère du Commerce en synergie avec les partenaires qui visent à lutter contre la vie chère en cette veille de rentrée scolaire. Les détails avec Karel Mezatia Choya, Marianne Bozo et Samuel Bonis. Des produits de grande consommation exposés à l'explanade du boulevard du Verme de Yaoundé. Bananes, plantains, riz, entre autres. On y retrouve également des vêtements et autres accessoires, ainsi que des fournitures scolaires. La rentrée commerciale rendue à sa 5e édition bat son plein ici. Particularité, les coûts des différents produits ont été revus à la baisse. Le but étant de lutter contre la vie chère. L'opération que nous sommes en train de lancer aujourd'hui s'inscrit dans le cadre politique du gouvernement de lutte contre la vie chère afin de mettre à la disposition des consommateurs d'une manière générale et pour le cas particulier qui nous réunit ici aujourd'hui pour les parents et les élèves, des produits à des prix promotionnels. Les consommateurs ont donc là l'opportunité de se ravitailler à moindre coût du 26 au 4 septembre prochain. Les prix sont relativement abordables parce qu'il y a une différence de 1000 francs, 500. Quand je prends le sac de riz que j'ai pris, il y a une différence de 1000 francs. L'initiative du ministère du Commerce, de concert avec ses partenaires, vise justement à aider les parents à mieux préparer la rentrée scolaire qui pointe déjà à l'horizon. Le compte à rebours est d'ores et déjà lancé aux consommateurs d'en profiter. Alors que la rentrée scolaire 2019-2020 pointe à l'horizon, le gouvernement appelle au dialogue pour la reprise des cours dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, frappées par des tensions sociopolitiques depuis de nombreuses années. Ceci ressort du point de presse conjoint ministère de la Communication, ministère de l'Enseignement supérieur, ministère de l'Éducation de base, tenu hier à Yaoundé. C'est l'occasion pour ces chefs de département de faire le point sur les nombreux établissements détruits, sur les jeunes filles abusées sexuellement et autres sujets que nous connaissons tous déjà. Je vous propose d'écouter Laurent Serge Toudingwa, ministre de l'Éducation de base. Pour dire que lorsque les événements démarrent, il y a 3 ans, nous avions dans le nord-ouest et le sud-ouest 5377 établissements de l'enseignement primaire et maternel qui fonctionnaient normalement. Aujourd'hui, nous avons 895 établissements qui fonctionnent. Vous voyez bien que près de 4482 écoles sont soit fermées, soit transformées en base arrière de sécessionnistes, soit totalement détruites.
Toujours dans le cadre de la rentrée scolaire, un point de presse tenu à Yaoundé ce matin par le bureau exécutif national du SNJC. Un concours a été lancé pour le recrutement de 4200 jeunes pour le compte de la rentrée académique 2019-2020. La cible est les jeunes titulaires d'un BPC au moins et désireux d'acquérir une formation professionnelle. Le compte rendu de Yanis Kamga et de Bertrand Tassé. C'est dans le cadre de la mise en application du credo « Un jeune, un emploi » que le Conseil national de la jeunesse du Cameroun, à travers son programme social, lance le recrutement de près de 5000 jeunes sur toute l'étendue du territoire pour l'année académique 2019-2020. On lance le recrutement de 4200 jeunes bourses pour la jeunesse camerounaise dans le cadre de ce programme-là. La plateforme fêtière des mouvements associatifs jeunes poursuit ainsi sa mission d'éducation en proposant à travers ce concours national un aspect formation, mais également un aspect entrepreneuriat. Objectif, permettre à travers des filières professionnalisantes à tous les Camerounais de se capaciter afin d'avoir un emploi décent. Il y a plusieurs filières. On a secrétariat bureautique, secrétariat comptable, on a topographe, on a des innovations telles que sécurité incendie, journalisme cette année et nous avons des délégués médicaux. L'offre concerne tous les jeunes titulaires d'un brevet au moins. La formation dure 1 an et les candidatures sont attendues avant le 27 septembre 2019. Sans plus tarder, je vais... Kassa la femme à Douala, les 3 personnes qui trouvent la mort vendredi dernier après la consommation du riz accompagné d'une sauce au mbongo continuent de défrayer la chronique avec la principale suspecte qui a été passée à tabac hier alors qu'elle essayait de déménager de la concession. Retrouvons sur place Patrick Ngwanya et Henri Tinda qui nous apportent plus de détails sur la suite de cette affaire. Bon après-midi Robert Chalitor, mesdames, messieurs, bon après-midi et bienvenue ici au lieu dit Kassa la femme où vendredi dernier, 3 personnes ont trouvé la mort après la consommation du riz accompagné de la sauce mbongo. Parmi ces 3 personnes, on note la bailleresse des lieux, Micheline, 65 ans, son jeune neveu de 4 ans et une jeune fillette également de 1 an et demi qui ont succombé après donc la consommation de ce repas, comme je le disais. Et hier, une autre situation rocambolesque s'est produite ici. L'une des personnes considérée comme suspecte de ce drame-là, est revenue sur les lieux et a été assaillie par le voisinage et par quelques badauds qui ont voulu en découdre. Nul n'était l'intervention de la police judiciaire. Elle serait également aujourd'hui passée de vie à trépas. Et sur place à Kassa la femme, nous avons rencontré l'une des voisines qui a bien voulu nous expliquer. Vers 15 heures comme ça ici, là, la dame est venue avec son gars. Sans salir personne, elle a entré dedans. Elle a commencé à emballer les choses avant que l'autre dame s'en dit que son enquête est finie, tu ne peux plus partir avec tes choses. C'est nous les familles qui va décider avant que tu vas partir. C'est là où elle a commencé un jour, la maman, elle a commencé à insulter. Hier, quand on le tuerait, qu'il sort, les gars des quartiers, les gens, même mes familles étaient là. On le tue, il insultait tout le monde. Mes familles le tuent que on ne parle pas comme tu parles là. Ce n'est pas le poulet qui est décidé. Même son gars insultait les gens, même sa femme, elles deux. Les polices sont venus, on a pris lui, on a gardé lui quelque part. Après, on a appelé PJ, PJ est venu lui chercher, on est parti avec lui. Son gars avait dit aux polices qu'elle a oublié son téléphone. Elle a allumé le gaz. Ce sont les gens qui sont là pour nous regarder, qui a dit qu'il y a le gaz, il y a le gaz. Avant qu'un monsieur parmi nous, le locataire, elle a eu le courage d'aller éteindre le gaz. Donc visiblement, voilà la suite de cette affaire rocambolesque qui continue de défrayer la chronique ici au quartier Kassa la femme. Pour Canada International, nous sommes Patrick Ngwanya et Henri Tinda. Merci Patrick Ngwanya. Alors maintenant à Bafoussam où l'embarquement pour Douala depuis ce matin est un parcours de combattants, une épreuve de nerfs. Seules les variations de prix dictent le choix d'emprunt d'une agence régulière ou de transporteurs clandestins. Retrouvons de ce fait Walter Bertrand
et Dimitri Tassé à Bafoussam. Voilà Robert, voyager à l'ouest n'est pas autant facile. Une équation à plusieurs vitesses, une équation à plusieurs inconnus. Voyager dans les agences régulières, les prix aussi entre 4 et 5 000 francs, alors que dans les voitures clandestines, ça va jusqu'à 10 000 francs. La concurrence déloyale s'installe, les gros porteurs avec leur flotte imposent leurs lois. Face au marché libre, tous obéissent à la loi de l'offre et de la demande. Seule exigence réglementaire ici, respecter l'affichage des prix sur des supports visibles, placardés au guichet. Les transporteurs clandestins et autres voitures personnelles font de bonnes affaires. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de voyager ici? Général ici c'est moins cher, c'est professionnel. Or là-bas, le racolage coûte cher, c'est 6 000, 7 000 positions, c'est la nappe en fait. Certains sont arrivés très tôt le matin à la quête d'une place. Il faut se bousculer, il faut avoir les forces ou encore nécessiter une place chez quelqu'un pour pouvoir obtenir un ticket à un prix normal. Walter Bertrand, Dimitri Tassé, Canal 2 International. Merci Walter Bertrand. Poursuivons cette édition du 13h avec les petits commerçants qui sont à l'école de la télédéclaration depuis ce matin à Yaoundé. Tenanciers des débits de boissons, alimentation précis, boulangerie, entre autres parmi les secteurs choisis. L'initiative du Centre des impôts des moyennes entreprises de Yaoundé-Est vise à donner les déclarants d'outils, à doter les déclarants d'outils nécessaires pour la fiscalité simple en ligne. Retrouvons à cet effet sur place à Nongefak et Lungvandor. C'est une révolution qui se veut principe à tous les niveaux de déclaration fiscale. Ici, à la place Saint-Josué, au quartier Omnisport à Yaoundé, il est question des moyennes entreprises invitées à la formation nécessaire pour entrer dans cet univers de télédéclaration. L'initiative du Centre des impôts de moyennes entreprises de Yaoundé-Est a été ouverte ce matin avec les acteurs du secteur de commerce général. Cette partie concerne les tenanciers d'alimentation, des débits de boissons, des brocantes, librairies et papeteries, entre autres. Depuis quelques minutes, ce sont les déclarants du secteur industriel qui sont en conclave. Ce sont des boulangers, des pâtissiers, des menuisiers et les acteurs de l'agro-pastoral. Les derniers entreront en scène demain, 2 secteurs pour cette session de 2e et dernier jour. Il s'agira des propriétaires d'entreprises de nouvelles technologies de l'information et de la communication, bâtiments et travaux publics. L'objectif ici est de ramener tous les déclarants à travailler désormais avec le virtuel en expérimentation à la Direction générale des impôts. Cela permettra à coup sûr de limiter les pratiques de corruption favorisées par le contact physique entre les inspecteurs d'impôts et les déclarants. Il y a toute la sérénité et l'intérêt soutenu des participants ici, à la place Saint-Josué. D'où je signe Arnaud Ngefak et Luc Vondor pour Canal 2. Merci à Nongefak. Poursuivons avec le sport et cette note sur la Cameroun Olympic Team. Une nouvelle journée chargée pour cette team camerounaise aux Jeux africains 2019 au Maroc. En athlétisme, Kwemi et Marcel Mayak sont attendus au triple sauf Takoudoum au lancer de disque et de poids et Emmanuel Essémé au relais 4x100 en gymnastique. Saranana Amfoud et Joe Derek débutent le premier tour des éliminatoires du tennis de table. En volleyball, Monsieur les Lions Indomptables affrontent le Nigeria. Revenons au Cameroun et parlons de Bamboutos Club de Bouddha qui fait sa mue. Le club des hautes montagnes de l'Ouest a un nouveau bureau depuis samedi dernier. Celui-ci a vu le jour après le conseil d'administration du dit club qui a mis à sa tête un nouveau président du conseil d'administration, Alès Lembe et Marius Ngassa pour les détails. Le président Justin Tagou jette l'éponge de la présidence de Bamboutos Club de Mbouda. Cela s'est déroulé lors du conseil d'administration du club tenu le week-end dernier à Mbouda. Près d'une décennie passée à la tête de ce club, il a cédé son fauteuil à quelqu'un d'autre. Il devient ici le deuxième vice-président dans la nouvelle équipe administrative.
Celle-ci, constituée de Eli Fokou, les honorables Wam Mathurin et David Nandfo, ainsi que Pierre Méli. Il faut dire que ceux-ci occupent respectivement les postes de 2e, 3e, 4e et 5e vice-président. Je n'ai pas postulé au poste de président du conseil d'administration de Bamboutos Football Club. Mais des aînés, des frères, des sœurs m'ont approché et m'ont dit que dans la période que traversait le club, ils sollicitaient que pour un temps bien précis, je puisse apporter ma contribution à la restructuration de ce club. La plupart des supporters présents à ces travaux, faut-il le dire, n'ont pas caché leur mécontentement dès l'annonce du nouveau président du conseil d'administration de leur équipe. Un bureau exécutif a donc été mis en place. Il a à sa tête Justin Lambeau, nommé directeur général du club. Il sera assisté de Pierre Tamekou et de Yaro Kuaté, respectivement directeur général adjoint et secrétaire administratif du club. Près de 24 millions de francs CFA ont été cotisés au cours de cette assemblée générale en présence du préfet des Bamboutos et d'un représentant de la Fédération camerounaise de football. C'est bien que vous soyez échauffés, mais Bamboutos a traversé beaucoup de turbulences. Et cette année, il va bien falloir trouver 200 millions de francs CFA pour faire fonctionner Bamboutos Football Club. Moi, j'ai envie de vous dire qui suis-je. Je ne suis que le maire de la ville de Mouda. Et je pense que c'est encore mon histoire qui s'écrit en pointillé. Le préfet a ainsi invité les nouveaux responsables à inscrire la transparence au centre de leur gestion. Toujours en sport, cyclisme Transcar 2019, le défi continue. Initialement prévu ce jour, la 11e étape de la Transcar 9, Kribi et Deya Kribi, a connu une légère modification dans son programme. Celle-ci a été reportée à demain mercredi pour cause d'indisponibilité de la caravane qui vient juste de rallier la ville balnéaire de Kribi. Les détails avec Alex Lembe. Après 10 étapes parcourues du septentrion au Grand Sud, pour près de 1250 km déjà avalés par les amoureux de la petite reine de la FENAP Vélo, la Transcar 2019 continue son défi après un bref passage dans la capitale politique camerounaise Yaoundé. Ce mercredi, place sera donnée à la ville balnéaire Kribi qui abritera les 2 dernières étapes de cette 9e édition de la Transcar. La première, qui aura droit de citer ce mercredi justement, partira de Kribi pour aider à Kribi, soit une distance de 210 km courue sur du plat. Bien qu'avant ce kick-off, Flavien Guetza, président de la FENAP Vélo et promoteur de la Transcar 2019, brosse ici un bilan à mi-parcours. Nous sommes partis avec beaucoup d'imprécisions, beaucoup d'aléas, beaucoup de supputations, de difficultés et même des querelles, mais tout semble être rentré dans l'ordre, dans la mesure où, sur le plan humain, les gars affichent, c'est-à-dire un respect de l'homme et le respect de la machine, c'est-à-dire de leur vélo. Nous voyons dans le peloton des gars qui, au départ, ne représentaient pas une menace, mais qui sortent vraiment de l'eau et qui se distinguent. Je voudrais m'attarder sur le cas d'un certain John Kouivan. C'est l'un des plus petits du peloton. Et depuis lors, il ne fait que nous éclabousser de son génie. Rappelons à toutes fins utiles que le maillot jaune reste sur le torse de Tatinku Titi de Achega Vélo Club, même comme certains vieux briscards tels Gimkem Franklin, Eric Cuissy ou encore Romy Mouna n'ont pas encore dit leur dernier mot. Comme pour dire qu'entre jeu et enjeu, il y a encore et toujours de la matière. Alors, à vos pédales. À l'étranger, le sommet du G7 qui s'est tenu en France s'est également intéressé au G5 Sahel. Les présidents Rockman, Christian Kolari, Angela Merkel et Emmanuel Macron ont planché sur l'amélioration du G5 Sahel. Les détails avec nos confrères de la BBC. C'était le rendez-vous du week-end. Les leaders des 7 plus grandes puissances du monde étaient réunis à Biarritz, dans le sud-ouest de la France, pour 3 jours de discussion sur les grands sujets internationaux.
Mais le président français Emmanuel Macron avait aussi souhaité inviter des chefs d'État du continent africain pour discuter de nouveaux partenariats et du développement du continent. Parmi les thèmes importants, la sécurité dans le Sahel. Emmanuel Macron a évoqué avec son homologue burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré et la chancelière allemande Angela Merkel le futur du G5 Sahel et le renforcement de son financement. Je crois la force de l'initiative qui est prise aujourd'hui, c'est qu'elle élargit le périmètre de sécurité compte tenu de l'évolution justement terroriste. Et en particulier, elle permet de réengager dans l'aspect sécuritaire les membres de la CEDEAO, c'est-à-dire en particulier tous les pays du Golfe de Guinée qui aujourd'hui étaient hors du G5 Sahel, Côte d'Ivoire, Ghana, Sénégal, etc. Et elle va permettre de réengager du financement international en soutien de ces derniers. Roch-Marc Christian Kaboré, qui est également président du G5 Sahel, s'est donc réjoui de ces annonces, mais a souhaité pointer du doigt la crise en Libye qu'il considère comme l'une des principales sources de l'instabilité au Sahel. C'est une gangrène qui se propage et nous avons estimé qu'il était important que l'ensemble des partenaires trouvent une solution à la question libyenne pour essayer en tout cas de trouver une solution également qui nous permette de freiner la progression du terrorisme, non seulement dans le Sahel, mais éventuellement sur les pays côtiers également qui nous environnent. Merci mesdames et messieurs, c'est avec cette information sur le G7 que nous fermons cette édition du 13 Escalade International. Merci de nous avoir suivis. Très bon après-midi, au revoir et à demain, s'il plaît à Dieu.